Chers auditeurs, mesdames et messieurs les élus, bonjour. Yves Chenfegel, directeur départemental des territoires de l'Haute-Garonne. Je suis heureux de vous accueillir à ce deuxième webinaire Experts et Territoires, animé par la direction départementale des territoires, qui portera sur le thème de la lutte contre l'habitat indigne. À mes côtés, Sylvie Martre, chargée de mission Habitat indigne à l'ADIL 31, et Céline Sperandio, adjointe au chef de service logement et construction durable de la DDT, qui vous donneront un certain nombre d'éléments techniques. Ce principe de webinaire s'inscrit dans le cadre du Salon des maires de Haute-Garonne qui aura lieu en octobre prochain à la Beige. Et c'est l'occasion de vous sensibiliser sur certains sujets qui peuvent vous paraître techniques, mais qui sont essentiels sur l'animation de votre mandat d'élu. Aujourd'hui, nous vous parlons d'habitat indigne. Vous aurez possibilité par le chat de poser vos questions qui nous sont relayées. Nous pourrons vous apporter des réponses. Nous aurons plusieurs témoignages d'élus et nous aborderons la question de la caractérisation de l'habitat indigne, des acteurs qui peuvent vous aider dans cette détection et dans ce traitement, des appuis dont vous pouvez bénéficier de manière à ce que vous ayez un panorama complet de ce sujet qui est une très noble cause. Je vous propose tout d'abord de donner la parole en introduction à Nathalie Guillaujuin, sous-préfète en charge de la politique de la ville en Haute-Garonne, qui a souhaité ouvrir ce séminaire au travers d'une intervention vidéo que nous allons lancer maintenant. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation et de pouvoir partager avec vous l'enjeu de la lutte contre l'habitat dégradé. En effet, celle-ci doit être au cœur de nos préoccupations afin de protéger les personnes vulnérables et s'assurer que chacun puisse disposer d'un logement respectueux de la dignité humaine. C'est une priorité politique, mais aussi sociale et morale. Elle n'en demeure pas moins une politique éminemment complexe à conduire. Une complexité qui a pu parfois engendrer une certaine autocensure, pouvant pousser certains d'entre nous à renoncer à mettre en œuvre la loi. Cette complexité, pour un élu, je ne peux la minimiser. Entendez, 13 polices, 21 procédures régies par différents codes et autant de responsabilités partagées. La loi Elan s'était donnée comme ambition la simplification des procédures administratives. À l'appui du rapport Vuilletet, l'ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations apporte les simplifications nécessaires, d'une part en créant une nouvelle et unique police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles et en uniformisant le déroulement procédural. L'ambition de ce court webinaire est de vous permettre de mieux appréhender les process de dégradation d'un logement, de mieux appréhender votre rôle d'élu dans la résorption des désordres et surtout vous assurer que vous ne conduirez cette lutte contre l'habitat dégradé ni seul ni démuni d'outils. En effet, vous n'êtes ni seul ni démuni puisque l'organisation mise en place à l'échelle du département de la Haute-Garonne est structurée autour de son pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, instance privilégiée de dialogue entre tous les partenaires impliqués dans le domaine, et complétée en 2018 par la signature d'un nouveau protocole. Celui-ci répond pleinement à l'enjeu de renforcement de la coordination de tous les acteurs œuvrant dans la lutte contre l'habitat indigne et l'accompagnement des collectivités en constitue une des actions premières. Avant de passer la parole aux intervenants, je souhaite tout particulièrement remercier les membres du pôle restreint, du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne pour leur action au quotidien et tout particulièrement l'ADIL qui co-anime ce webinaire avec les services de la DDT. L'ensemble des personnes qui ont accepté de témoigner lors de ce webinaire, Madame la maire de Montgazin, Monsieur le maire de Frontignan de Comminges, mais également les représentants des services de l'État et du Conseil départemental. Merci enfin à la DDT pour l'organisation de ce temps d'échange qui permet de mettre en lumière et faire avancer le sujet important qu'il nous faut conduire ensemble, services de l'État, élus, partenaires. Je vous remercie. Merci Nathalie. D'abord, nous allons poser le paysage parce qu'on parle d'habitat dégradé, d'habitat indigne, d'habitat indécent, d'habitat insalubre. Et donc, Sylvie Martre de l'ADIL, est-ce que vous pourriez nous apporter quelques définitions et quelques clarifications sur ce sujet qui est éminemment ou apparemment complexe ?
Bien sûr, au travers, je peux vous apporter des... Un petit sujet, je vais vous aider. Oui. Les définitions vont figurer dans un schéma qui va être présenté. Voilà, il faudrait peut-être revenir un peu en arrière. Voilà, au tout début. Je vous remercie. Voilà, celle-ci. Parfait. Donc, ce schéma va nous aider à mieux comprendre la complexité de l'habitat dégradé, puisqu'il se lie de gauche vers la droite et en définitive, l'aspect le moins critique, le moins de désordre est sur le côté gauche. Et plus il y a des désordres, plus de complexité dans le logement, plus on va arriver dans des procédures lourdes, dont l'enjeu ici est de comprendre quels sont les acteurs, quels sont les partenaires et quels sont les désordres qui jouent. Et en définitive, l'objectif est de trouver une solution afin de permettre une certaine dignité aux personnes qui se trouvent dans ce genre de complexité. Et donc, je vais d'abord illustrer au titre de la non-décence, les images parlent par elles-mêmes. Vous êtes tous sûrement, vous avez tous été déjà confrontés à voir ce genre d'illustration, une absence de ventilation dans un logement avec des obstructions de ventilation qui provoquent de la moisissure, une installation électrique non sécurisée, ancienne, obsolète, dangereuse et un facteur d'humidité. Tout ceci fait partie des critères de non-décence qui doivent être réglés directement par les occupants. Au titre de la non-décence, sur le décret, il y a également l'absence d'éléments de confort. Donc, dès lors qu'on peut qualifier de non-décence ce type de logement, il y a un levier financier qui peut être tiré. C'est celui de la conservation de l'aide au logement, c'est-à-dire que l'aide est mise de côté jusqu'à temps que les bailleurs, propriétaires réalisent les travaux. À la diapositive suivante, on va voir une autre procédure qui est dans le cadre des infractions au règlement sanitaire départemental. Il s'agit ici des pouvoirs de police générale du maire. Il doit faire appliquer sur son territoire le règlement sanitaire départemental. On va l'illustrer avec des diapositives et vous allez voir que sur ces diapositives, on va retrouver les mêmes désordres que ceux que nous avons qualifiés de non décents. C'est-à-dire on retrouve une électricité non conforme et certainement dangereuse parce qu'obsolète, des convecteurs à titre d'illustration, il y a d'autres choses, des convecteurs qui ne semblent plus fonctionner et là aussi un développement de moisissures. Donc on trouve là l'application d'infractions au règlement sanitaire départemental et l'élu sur sa commune doit faire appliquer ce règlement et doit, nous verrons par la suite comment, demander au propriétaire qu'il s'exécute. Si l'on revient encore au schéma, je vais de plus en plus sur la droite, et là on arrive au pouvoir de police spécial du préfet, et on parle d'insalubrité. Donc, si vous le comprenez, de simples désordres, ils deviennent de plus en plus graves pour arriver à des procédures administratives lourdes et contraignantes qui figurent sur le Code de la construction et de l'habitation. Ça a été revu dans le cadre de l'ordonnance de septembre de 2020. Et à titre d'illustration, là, on va voir que on a une somme d'infractions au règlement sanitaire départemental. C'est-à-dire qu'il y a une mise en danger pour la santé et la sécurité des occupants et que de multiplier de la moisissure, une électricité dangereuse, des ouvertures qui ne ferment plus, un petit convecteur peut-être en présence d'éléments inflammables, conduit à qualifier le logement d'insalubre. Donc c'est une procédure qui est beaucoup plus grave que celle que je vous ai expliquée précédemment. Et enfin, le schéma va nous aider encore à comprendre ce qu'est la dernière mesure de police, c'est celle qui était jusqu'alors qualifiée de péril,
Jusqu'au 1er janvier 2021, on parlait de péril imminent ou de péril ordinaire. Maintenant, ce sont des mesures qui touchent la sécurité du bâtiment et que nous allons illustrer par les diapositives suivantes. Nous voyons que c'est une affectation de la solidité des murs, la solidité des plafonds. Ici, la diapositive du milieu, la photographie, on voit une cage d'escalier entièrement étayée. Et sur la dernière photo, un bâtiment pour lequel le revêtement tombe et risque de compromettre la sécurité des occupants. Donc, ce qu'il faut retenir dans ces pouvoirs de police du maire, c'est qu'il agit toujours en matière de sécurité, que ce soit la sécurité des bâtiments bâtis, des murs. Il doit intervenir pour éviter tout danger, que ce soit à l'intérieur du logement ou à l'extérieur du logement. Vous me demandez, Sylvie, vous venez de parler des pouvoirs du maire, mais concrètement, le maire, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous pourriez nous décrire son rôle en quelques mots synthétiques? Alors, il doit d'abord, dès qu'une plainte est faite, il doit se dépêcher, venir sur place, constater, faire un rapport et ensuite, dans l'urgence, prendre les mesures qui s'imposent. Bien sûr, il a des pouvoirs de police générale, le Code général des collectivités territoriales sur lequel il peut s'appuyer, une évacuation, mais il y a également, par le biais de cette nouvelle procédure de sécurité en matière de danger imminent, la possibilité de prendre un arrêté de mise en sécurité d'urgence qui a pour intérêt de protéger les occupants. Est-ce que nous pouvons peut-être prendre quelques questions, si j'ai bien compris? Donc, on a une gradation dans la salubrité que vous nous avez décrite. On a un rôle central du maire qui consiste à détecter et à agir par la prise d'arrêté. Je ne sais pas si dans l'assistance, certains élus ont posé des questions dans le chat. Pas de questions, donc ça doit être très clair. Ce que je vous propose, c'est que nous poursuivions à ce moment-là. Peut-être en donnant la parole à Céline, à moins que vous ayez quelques éléments à rajouter sur le rôle du maire. Sur le rôle du maire, oui, il y a également la possibilité, lorsqu'il y a un danger par rapport aux éléments d'équipement commun dans les immeubles collectifs, au titre des illustrations aussi. On peut peut-être revenir sur les illustrations. Voilà, on va revenir Merci. sur les illustrations. Celles-ci sont parlantes. Dans les parties communes, c'est l'électricité commune qui serait dangereuse. Le maire doit agir, doit prendre un arrêté au titre du Code de la construction et de l'habitation. S'il y a des éléments d'équipement commun tels les ascenseurs, il y a toute une liste en définitive d'équipements communs qui figurent sur un décret. Et donc, le maire agit à ce niveau-là. Je crois que le schéma qu'on projette résume bien voilà. la séquence que vous venez de décrire et de toute façon, je crois qu'il sera mis en ligne et communiqué aux participants de ce séminaire. Tout à fait. Céline Sperandio, côté de la DDT en Haute-Garonne, comment est-ce qu'on organise toute l'action en appui du maire? Parce qu'on voit qu'on est face à un maire qui peut être confronté à des situations compliquées, qui peut être aussi apeuré par la complexité, apeuré peut-être par l'intervention. Qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on s'organise entre acteurs du département pour aider le maire dans ce travail de traitement de l'habitat indigne ou insalubre? Merci. On pourra peut-être revenir un peu plus en détail avec Sylvie tout à l'heure sur les polices générales du maire et les polices spéciales pour compléter peut-être le rôle et les prérogatives du maire. Pour répondre donc à la question posée sur l'organisation en Haute-Garonne, il faut avoir en tête que la résorption des désordres en matière d'habitat dégradé nécessite l'intervention d'un certain nombre d'acteurs. Du signalement et son traitement, donc jusqu'à la réalisation des travaux, toute une chaîne d'action va se mettre en œuvre entre différents acteurs. Donc c'est pour mieux mobiliser l'ensemble de ces acteurs et la coordination de leurs actions
que depuis 2008, le département de Haute-Garonne est structuré autour d'un pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, qui depuis a été rendu récemment obligatoire dans l'ensemble des départements, mais on a une culture de partenariat mise en place dans le département depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, ce pôle réunit depuis 2018 de nombreux acteurs, les acteurs concernés donc, auprès des services de l'État. Auprès des services de l'État, on a la DDT, la DDCS, on a aussi l'Agence régionale de la santé, par exemple. Les collectivités, donc le conseil départemental notamment, qui est un partenaire privilégié, notamment au titre du copilotage des plans habitat. Mais également les EPCI délégataires des aides à la pierre ou dotés d'un programme local de l'habitat, les personnes qualifiées en matière de santé, bâtiment, également donc les médecins, l'expertise juridique notamment avec la DIL, les représentants des locataires, propriétaires, travailleurs sociaux, gendarmerie, SDIS et encore d'autres acteurs. Ce qui est important pour le pôle, c'est vraiment de disposer du partenariat des métiers qui rentrent chez les gens. C'est une source pour nous de signalement très importante qui nous permet d'aider des ménages qui parfois n'ont pas conscience de la situation de mal logement dans laquelle ils se trouvent. Donc ces personnes nous permettent au début de la chaîne de disposer d'un certain nombre de signalements. Et au sein du pôle, si on prend la chaîne à l'autre extrémité, on a l'association du parquet qui nous est également très importante parce qu'elle nous permet, pour les situations qui n'ont pas pu aboutir, d'avoir l'appui du parquet pour poursuivre ces propriétaires les plus indélicats au niveau du pénal. Pour consolider ce partenariat, donc en 2018, un nouveau protocole d'accord a été signé avec nos 13 principaux partenaires. Et ce protocole se décline dans un programme d'action qui est porté par le pôle. Le pôle se réunit en séance plénière 1 à 2 fois par an. Donc, il réunit l'ensemble de ses partenaires. Et là, l'enjeu, on est vraiment sur du partage d'informations, d'actualités juridiques, législatives, mais également l'enjeu que les acteurs se connaissent mieux et appréhendent les actions des uns et des autres, et du coup, l'interface qu'il peut y avoir entre les différents partenaires. Donc cela ne suffirait pas à animer la politique de lutte contre l'habitat indigne dans le département. Donc on a aussi pour animer ce pôle plus régulièrement un pôle restreint qui est composé donc de la direction départementale des territoires, composé des services de santé et d'hygiène, donc de l'ARS et du service communal d'hygiène et de santé pour la ville de Toulouse, de l'expertise à nouveau de la DIL dans le domaine juridique et également de la CAF. Ce pôle restreint va s'appuyer sur un certain nombre de commissions qui va permettre de traiter l'habitat indigne dans le département. Donc, une des premières commissions, c'est la commission des examens et des signalements. Et là, je vais vous proposer d'écouter donc le témoignage de Monsieur Cyril Abary, donc qui est en charge de la lutte contre l'habitat indigne à la DDT, et donc qui va pouvoir nous présenter le rôle de cette commission. Écoute ce témoignage, je ne perds pas de vue qu'il y a quelques questions. Les plaintes et les signalements. Au guichet dit unique du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne à la direction départementale des territoires, par Internet, par courrier et par téléphone. Tous les administrés ont la possibilité de saisir nos services d'une plainte écrite. Les partenaires et les tiers ont la possibilité de saisir nos services par un signalement écrit. Expliquez-nous la manière de les traiter. Tous les 15 jours, une commission d'examen des signalements qui réunit les services de l'Agence régionale de santé et de la DDT permet une prise de décision sur chaque dossier
et l'édition d'un compte-rendu pour orienter ces situations, soit par une prise en charge par les services de l'ARS pour une suspicion ou une insalubrité avérée, soit pour transmettre au maire les actions qu'il pourra entreprendre en cas de suspicion d'infraction au règlement sanitaire départemental ou pour une situation qui présente un risque pour la sécurité des personnes, le péril notamment. Le bailleur social est également interpellé si le logement le concerne. Le plaignant reçoit une réponse pour l'orienter dans sa démarche, par exemple se rapprocher de la collectivité ou l'orienter vers une procédure d'ordre privé exclusivement. Le maire reçoit un courrier du PDLHI avec des outils, le formulaire de signalement de logement indigne qui va lui permettre de réaliser une visite, des modèles de courrier. Il a également la possibilité de revenir vers nos services pour demander un appui pour la visite du logement. Merci. Donc Céline, on a vu l'action d'un technicien de la DT. Et est-ce qu'on a un témoignage de maire qui explique comment lui ou elle prend cette approche ou prend le sujet? C'est le témoignage qu'on voulait vous proposer en suivant, donc de Madame le maire de Montgazin, qui a été saisie par le pôle suite à une plainte déposée par un locataire pour une infraction au règlement sanitaire départemental. On va l'écouter. Vous avez été confronté à une situation d'infraction au règlement sanitaire départemental dans votre commune en 2020. Pouvez-vous nous la décrire? Oui, en fait, j'ai reçu un courrier de la DDT m'informant qu'un locataire avait porté plainte pour insalubrité de son logement. Et donc voilà, qu'il fallait que je me mette en relation pour aller visiter la maison. Connaissiez-vous personnellement le locataire, les bailleurs? Je connaissais les personnes, le bailleur comme le locataire. Donc bon, c'était pas très simple. C'était une démarche pas très facile. Quelle a été votre attitude lors du signalement? Surprise, tout d'abord, et puis bon, j'ai regardé les courriers, donc j'ai pris contact avec la DDT pour pouvoir me faire aider, faire cette visite, parce que bon, on n'est pas très au fait des problèmes techniques auxquels on peut être confronté. Comment avez-vous procédé pour mener à bien votre démarche, pour avancer dans la procédure? Donc j'ai pris rendez-vous avec une personne de la DDT et je me suis rendue sur le site. On a fait un constat. À la suite de ça, j'ai fait une mise en demeure auprès du propriétaire afin qu'il fasse le nécessaire dans les 2 mois. Et voilà. Et puis j'ai suivi avec le propriétaire. Actuellement, vous en êtes où? La procédure est close ou... Alors, la procédure est en cours. Il s'est engagé à faire les travaux. Il a fait les devis et les travaux devraient être faits pour la plupart courant 2021. Pardon. Et puis après, bon, la suite, il y a un problème d'assainissement, donc ça sera un petit peu plus long. Merci Madame le maire. Donc, Céline, on a vu l'exemple d'un maire rural confronté à une difficulté. J'oublie pas qu'en Haute-Garonne, on a une métropole. Comment ça se passe à Toulouse? Alors, merci de me poser la question. Effectivement, le cas qui vient d'être présenté avec notamment la commission des examens des signalements ne concerne pas la ville de Toulouse, puisqu'elle dispose d'un service communal d'hygiène et de santé qui est habilité à traiter et gérer les plaintes sur la commune de Toulouse pour les pouvoirs de police du maire et du préfet. Voilà, donc c'est une particularité sur les communes ou territoires couverts par un service communal d'hygiène et de santé. Donc là, avec la situation qu'on vient de voir sur la commune de Montgazin, on voit que la résolution des désordres se fait de manière assez naturelle, c'est-à-dire que le propriétaire donc, s'inscrit dans la réalisation des travaux.
parfois, on peut avoir des situations plus complexes à gérer parce qu'on a les problématiques sur le bâti, mais qui parfois sont aussi associées à des difficultés sur la situation personnelle des personnes. Et pour ces situations, donc tous les 2 mois se réunit une commission des cas complexes qui réunit l'ensemble des techniciens du pôle et les acteurs les plus concernés pour définir ensemble les actions les plus adaptées et concertées pour ces situations. Enfin, donc on peut parler peut-être du CODERST, donc qui se réunit parfois en commission LHI, en tout cas qui se réunit en commission lutte contre l'habitat indigne, systématiquement avant la prise d'un arrêté d'insalubrité. Donc c'est une commission présidée par Madame la sous-préfète en charge de la politique de la ville et qui est appuyée par un comité d'experts afin de pouvoir analyser la réalité de la situation d'insalubrité, de partager donc les travaux à réaliser pour résorber les désordres, ainsi que le temps nécessaire pour le faire ou les mesures nécessaires pour le relogement des occupants. Donc dans cette commission, on a les représentants des élus. Donc si cela vous intéresse pour le CODERST, donc les élus sont représentés par Monsieur Pasquet de la commune de Mauressac, Monsieur Espic pour la commune d'Aureville, et ils peuvent être suppliés donc par Monsieur Rémy de Sainte-Gabelle et Madame Gaven donc de la commune de Belbès de Lauragais. Depuis l'ordonnance de 2020, la saisine du CODERST pour avis n'est plus obligatoire. Ça reste malgré tout dans le département une instance privilégiée pour que les acteurs puissent dialoguer sur les situations préalablement à la prise d'un arrêté d'insalubrité. Donc, partager les situations, c'est important pour apporter une bonne réponse, mais est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin sur l'appui qu'on peut apporter ou qu'apporte le pôle départemental auprès des collectivités avec quelques exemples concrets ? Oui, alors pour rentrer plus dans le vif du sujet, on a vu effectivement tout à l'heure que le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale ou spéciale, mais sur lesquels on reviendra tout à l'heure, est concerné au premier tric, donc pour engager les procédures de résorption des désordres. Et comme l'a évoqué Madame Nathalie Guillaujoin dans son introduction, il peut se sentir démuni, mais le pôle doit être vu comme une boîte à outils qui peut être mobilisée donc par les élus en cas de procédures à engager. Donc le pôle est là en appui effectivement pour aider le maire à réaliser les visites. Donc on a des formulaires de signalement donc de logement indigne, le Fossili 31, qui permet à l'élu d'être guidé dans sa visite pour qualifier les désordres. Et il dispose également de modèles de mise en demeure, de modèles de rapport, donc tout ce qui peut faciliter la réalisation de sa visite et la rédaction des documents. On l'aide également pour engager la procédure administrative à travers la mise à disposition de modèles d'arrêtés de mise en sécurité, modèles de courrier contradictoires notamment. Et enfin, on l'appuie dans la réalisation des travaux d'office lorsqu'il doit les réaliser, donc en cas de défaillance du propriétaire. La DDT accompagne également depuis peu les maires qui le souhaitent lors de la visite. Ça permet pour les maires qui sont nouvellement confrontés à ce genre de situation de disposer d'un appui et finalement de capitaliser une certaine expérience pour d'autres visites qui pourraient être à réaliser ultérieurement. Et bien évidemment, on a toujours l'appui juridique qui est fait aux collectivités via le pôle et l'expertise de la DIL. Illustrer concrètement par un témoignage d'élus
Ah, ce travail? Oui, on a le témoignage de monsieur Plana, donc, qui est le maire de la commune de Frontignan de Comminges, qui est intervenu au nom de l'État, donc, pour réaliser d'office les mesures qui étaient prescrites dans un arrêté préfectoral d'insalubrité. Vous avez été confronté à une situation d'urgence dans votre commune en 2018. Pouvez-vous nous la décrire? Oui, j'ai été confronté à une situation assez délicate, vu que j'ai été appelé par l'ARS pour une insalubrité sur une maison dans la commune. Et chose qui m'a un peu surprise, puisque je connais bien la maison. Mais bon, je suis allé voir. Connaissiez-vous personnellement les locataires? Oui, je connaissais bien le propriétaire. Et j'ai de bonnes relations toujours avec lui et avec le locataire aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dans un premier temps, quelle a été votre attitude lors de le signalement? Étonné un petit peu parce que je connais la maison. J'y étais rentré, je connais un petit peu le truc, mais c'est vrai que vu l'arrêté qu'il il y avait des petits soucis dans cette maison que j'ignorais. Donc, il a bien fallu se mettre à l'évidence qu'il fallait faire des travaux impérativement, quoi. Pour mener à bien cette démarche, étiez-vous seul pour agir? Alors, au niveau commune, oui, je suis resté seul, mais j'ai eu toujours l'aide de l'ARS et de la DDE aussi, que j'ai eu à maintes reprises au téléphone. Et on a eu de très très bonnes relations. Il n'y a pas eu de soucis et justement, c'était un appui important pour moi parce que j'étais un peu perdu dans ma démarche, quoi, hein. Une petite commune comme nous, on n'est pas habitué à ce genre de procédure, hein. Comment avez-vous procédé pour mener à terme ces travaux d'office? Je pense que c'est plus au niveau du dialogue que j'ai eu avec le propriétaire et le locataire, où j'ai quand même négocié beaucoup de choses, d'un côté comme de l'autre, pour arriver au but final qui est de faire les travaux, quoi, hein. Aller rechercher des devis, en faire plusieurs, parce que le premier devis était trop élevé, donc le deuxième était beaucoup mieux, ce qui veut dire que le propriétaire aussi n'était pas très fortuné. Et puis bon, après aussi, il faut savoir que éventuellement, c'était peut-être la commune aussi qui devait avancer l'argent. Donc j'ai fait un petit peu comme pour moi, si je faisais les travaux chez moi, quoi, hein. Essayer de négocier un peu tout et pour tout le monde, quoi. Voilà, donc par ce témoignage, on voulait mettre en évidence le fait que réaliser les travaux d'office, donc c'était parfois une obligation pour le maire, que c'était quelque chose de compliqué, mais que malgré tout, même sans disposer d'une grande ingénierie, c'était possible et que le pôle était présent à côté des élus pour mener à bien ces procédures. Donc, dans le témoignage qu'on vient de voir, le maire avait réalisé les travaux d'office pour un arrêté d'insalubrité. Dorénavant, avec l'ordonnance de 2020, pour plus de clarté, le maire n'aura à réaliser les travaux d'office que pour les polices le concernant. C'est-à-dire que le préfet réalisera lui-même les travaux d'office pour les procédures qui incombent à sa responsabilité. Justement, parlons-en. C'est bien appuyé, mais moi, je fréquente plein de maires qui me disent réaliser les travaux, c'est bien, mais qui est-ce qui paye? C'est les maires qui n'ont pas de gros budget. Donc, qu'est-ce qui paye les travaux? Et quand le propriétaire ne peut pas payer, qui paye? Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus et peut-être rassurer les maires qui sont soucieux de leurs finances communales? Tout à fait. Alors, en matière d'amélioration de l'habitat et du parc privé, on dispose d'une force de frappe
frappe significative au travers des aides de l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA, qui peut attribuer des aides incitatives auprès des propriétaires, qu'ils soient propriétaires bailleurs, propriétaires occupants ou à des syndics de copropriété pour qu'ils soient incités à faire eux-mêmes les travaux, puisque en tant que propriétaire, c'est à eux qu'incombe cette responsabilité. Donc en Haute-Garonne, les aides de l'ANA sont distribuées par 4 collectivités délégataires des aides à la pierre, donc à savoir Toulouse Métropole, le Sicoval, le Murtin Agglomération et pour le reste du département, le Conseil départemental. Donc ces 4 collectivités s'appuient sur des dispositifs opérationnels de l'ANA, donc des OPA ou des PIC dont on peut peut-être projeter la carte si c'est possible. Et ces aides doivent permettre de venir appuyer la réalisation des travaux pour les propriétaires à l'appui donc d'un opérateur qui va accompagner le ménage dans le montage de son projet. Mais pour parler peut-être de l'offre de service qui est apportée par ces dispositifs, je vous propose qu'on écoute le témoignage donc de Monsieur Gillier Thomas qui travaille au conseil départemental et qui est en charge donc du parc privé afin qu'il vous précise donc le rôle du département. L'action du conseil départemental dans ce domaine. Alors, le département intervient de longue date dans le domaine de l'amélioration de l'habitat privé en général et notamment de la lutte contre l'habitat dégradé. Le département est membre du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, à la fois au titre de ses compétences sociales et en tant que délégataire des aides de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, sur le territoire haut-garonnais, hors Toulouse Métropole, Murtin Agglomération et Sicoval. Ça veut dire que sur ce territoire, c'est le département qui instruit et verse les aides de l'ANA et les aides complémentaires du département sur ses fonds propres. En parallèle, depuis 2015, on déploie des dispositifs ANA qu'on appelle des programmes d'intérêt général, PIG, qui ont pour effet en fait de proposer un accompagnement gratuit et global sur le plan technique, administratif et financier aux propriétaires aux ressources modestes pour la réalisation de travaux, tant sur la rénovation énergétique performante, sur l'adaptation des logements à la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, et pour la lutte contre l'habitat dégradé. On a renouvelé un programme d'intérêt général sur la période 2021-2023 qui s'appelle le dispositif Ecorénov 31. C'est donc d'abord une offre de services pour des porteurs de projets privés pour l'amélioration de l'habitat. Et c'est vrai que sur la lutte contre l'habitat dégradé, il est plus rare que les propriétaires viennent d'eux-mêmes rechercher un accompagnement. On a aussi besoin de développer une bonne coordination avec les services sociaux, d'avoir parfois au préalable une action de médiation entre locataires et propriétaires. Et parfois, il faut aussi mettre en œuvre des mesures coercitives. Et pour certaines communes qui ne disposent pas forcément de services techniques et administratifs conséquents, l'engagement de ces procédures peut être assez complexe. Dès lors, comment faire en sorte que ces mesures coercitives puissent être plus facilement engagées ? Alors, au moment du renouvellement du programme d'intérêt général, fin 2020, on a voulu renforcer l'articulation avec le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne pour proposer de nouvelles modalités d'accompagnement sur chaque signalement d'habitat dégradé. L'idée étant que dès qu'un maire est informé d'un signalement d'habitat dégradé par le pôle, on puisse lui proposer systématiquement un accompagnement technique au moment de la réalisation de la première visite de constatation des désordres. Alors cet accompagnement pourra être réalisé soit par un des opérateurs avec lesquels on travaille pour le programme Ecorénov et éventuellement accompagné d'un agent de la DDT en fonction de la complexité des situations. Alors, chaque commune restera bien sûr libre de mobiliser ou pas cet accompagnement selon les ressources disponibles en interne, mais si l'accompagnement est enclenché, l'idée est de permettre d'aboutir à un rapport technique d'évaluation globale des désordres du logement et en s'appuyant sur le PDLR
gâchis, d'apporter aussi des préconisations sur la bonne procédure à engager, les délais imposés aux propriétaires pour la réalisation des travaux, ou encore en fournissant des modèles de courrier type tout au long de la procédure. C'est bien le pôle qui reste en appui technique pour le maire tout au long de la procédure. L'idée, en fait, c'est, à côté de cet accompagnement des maires, de proposer aussi systématiquement aux propriétaires de les informer de la possibilité avec Ecorénov 31 qu'ils soient accompagnés aussi gratuitement pour choisir les bons devis, mettre en œuvre les bons travaux par rapport à la procédure qui s'impose à eux et mobiliser, comme je le disais tout à l'heure, les possibilités de financement, les démontages de tous les dossiers d'aide possibles. On pense que, voilà, en faisant plus systématiquement connaître cette offre d'accompagnement, on arrivera mieux à amener un maximum de propriétaires à réaliser rapidement les travaux qui s'imposent. Ça part d'un constat que la résolution de ces situations d'habitat dégradé, elle nécessite souvent de mettre en œuvre plusieurs compétences complémentaires et de façon coordonnée sur le plan de l'expertise juridique, sur le plan de l'accompagnement social, sur le plan de l'évaluation technique globale du logement, en essayant de trouver le bon montage de projet pour faire les travaux nécessaires, prendre en compte les besoins des occupants, s'adapter aux capacités de financement des propriétaires, en essayant de mobiliser toutes les aides possibles. Donc on espère que ce programme Ecorénov pourra être un outil de plus à la destination des maires pour résoudre ces situations. Merci. Alors, avant de poursuivre sur les aides, comme on essaye d'interagir, c'est le but des webinaires, je crois qu'on a une question de Brigitte Ségard, maire de Soueich, qui nous demande si le maire doit reloger les habitants en cas de désordre. Sylvie Marthe, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question de Madame le maire? Alors, tout dépend de la nature de la mesure de police qui a été prise. S'il s'agit d'un arrêté de mise en sécurité, l'ancien péril, d'urgence ou ordinaire, il y a, et que l'arrêté le prescrive, il y a l'obligation effectivement de reloger ou d'héberger les personnes. Si on n'est que sur du règlement sanitaire départemental, la police générale du maire, il n'y a pas de droit qui soit attaché aux occupants. Donc, il n'y aura pas d'obligation de reloger les occupants. Et pour aider dans le cadre d'un relogement sur une mesure de police spéciale, notamment les mises en sécurité pour des murs qui ne seraient pas solides, là, il peut être mis en place par le biais du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne en saisissant la direction départementale des territoires, le fonds d'aide au relogement d'urgence qui peut apporter un appui financier pendant 6 mois à l'hébergement des occupants, une aide à la collectivité qui peut aller de 50 à 100% selon les cas, mais il convient de se renseigner et l'information sera donnée. Donc, obligation selon les cas et aide, ça nous permet de revenir assez naturellement sur les aides de l'ANA. On reprend notre fil. Céline, est-ce que vous pourriez nous développer quelques aides fournies par l'ANA dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et insalubre? Voilà, donc on a vu précédemment et avec le témoignage de Monsieur Gillier que l'ANA pouvait distribuer des aides qui pouvaient inciter le propriétaire à réaliser les travaux. Il arrive que l'incitation ne suffise pas et que la collectivité soit amenée à réaliser d'office ces travaux. Dans ce cas, l'ANA vient également apporter une aide financière puisqu'elle peut subventionner jusqu'à 50% les travaux qui seraient réalisés d'office par la commune. Alors, c'est important d'avoir en tête que cette subvention reste acquise, même si la commune recouvre les sommes auprès du propriétaire. En effet, la procédure est complexe. Donc, de fait, on sécurise au moins le remboursement de 50% par cette subvention. La réalisation des travaux d'office, elle revêt aussi un enjeu important pour la collectivité. Alors au premier chef, pour pouvoir permettre à ses administrés d'avoir
un logement qui répond aux normes d'habitabilité, mais également en termes d'aménagement, parce que ça peut permettre effectivement de contribuer à l'amélioration de l'image d'un quartier. Donc c'est en ce sens que l'intervention sur le parc privé, notamment l'habitat dégradé et l'habitat indigne, est intégrée dans les différents plans qui sont conduits actuellement, que ce soit Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. Voilà, il y a vraiment cet enjeu d'aménagement qui peut aussi ressortir pour la commune. Au niveau des aides de l'ANA, on a aussi la possibilité de financer des dispositifs plus coercitifs pour obliger le propriétaire à faire des travaux. Mais bon, là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique qu'on pourra peut-être approfondir à une autre occasion. L'idée à garder en tête, c'est que l'ensemble du département est couvert par des opérateurs qui sont là pour accompagner les propriétaires pour réaliser leurs travaux. Donc Sylvie l'a évoqué précédemment, effectivement, pour l'hébergement, on a le FARU, donc, qui permet à la collectivité de bénéficier d'un certain nombre de subventions dans les cas où elle serait obligée de reloger ou d'héberger de manière temporaire et urgente des occupants. Voilà. Et on a quelque chose, on a des documents pour décrire le FARU à fournir aux élus. Est-ce qu'on a des guides qui existent? Alors, c'est un fonds qui est géré par la préfecture. À ma connaissance, en tout cas, je ne connais pas de plaquettes sur ce fonds. Néanmoins, on peut y travailler pour effectivement en faire la communication et permettre une utilisation optimisée, parce que jusqu'à ce jour, on n'a pas eu à mobiliser le fonds en Haute-Garonne, et au niveau national, on a aussi cette tendance à ne pas le mobiliser pour la lutte contre l'habitat indigne ou l'habitat dégradé. Il est souvent mobilisé dans le cadre de catastrophes naturelles, mais pas sur l'habitat dégradé. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on doit garder en tête pour le travailler au sein du pôle. Alors, par rapport aux autres outils, dispositifs qui peuvent être mobilisés, là, on a un peu vu les outils qu'on utilisait quand la situation de désordre était avérée, le logement connu, et qu'il fallait agir. Il y a d'autres dispositifs qui permettent aussi de faire de la veille et de l'observation. Voilà. Vous avez parlé du permis de louer, je pense. Voilà, exactement. La veille, l'observation, ça va permettre d'avoir une stratégie d'intervention sur ces logements à travers une meilleure connaissance. Donc effectivement, les récentes évolutions législatives ont instauré un permis de louer, pour lequel d'ailleurs on avait fait des rencontres territoriales avec l'ADIL pour présenter le dispositif en 2019, et pour lequel une plaquette est également consultable sur le site des services de l'État et du pôle. Donc le permis de louer, hein, c'est l'instauration de deux régimes qui permettent à des EPCI de définir des secteurs géographiques sur des typologies de logements ou sur des ensembles immobiliers, territoires sur lesquels on va souhaiter avoir une connaissance avant la mise en location, à travers une déclaration préalable de mise en location, ou à travers la délivrance d'une autorisation avant la mise en location. Donc ces deux régimes, ils ont des finalités différentes, parce que l'un va permettre d'avoir un dispositif de veille et d'observation pour voir quel logement se loue et dans quel état. Et le régime de l'autorisation, là, on est plus sur du contrôle et du suivi pour voir ou interdire la location de certains biens. Est-ce qu'on a des communes en Haute-Garonne qui ont mis en œuvre l'un ou des deux de ces dispositifs? Alors, en Haute-Garonne, on a eu un engouement. Alors, engouement, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on a eu un certain nombre de délibérations de communes en fin d'année dernière pour instaurer ce dispositif. Alors, on a eu à temporiser malheureusement cet élan, parce que les délibérations pour instaurer ce permis de louer avaient été prises par des
conseils municipaux. Or, pour instaurer le permis de louer, c'est l'EPCI compétent en matière d'habitat qui doit l'instaurer. Il a la possibilité ensuite de déléguer la mise en œuvre et le suivi aux communes, mais l'instauration relève de l'intercommunalité. Et il me semble que l'EPCI du Val d'Aïgo et la commune de Villemur l'ont mis en place ou sont en train de le mettre en place. Chose dont on se réjouit parce qu'on connaît la portée de ce dispositif sur les territoires qui l'ont mis en œuvre et qui le pratiquent. Je crois que sur Villemur, c'est important parce qu'en plus, c'est une petite ville de demain et cette thématique fait partie du cœur de ce nouveau programme. Alors, pour finir, on voulait justement parler un peu plus de l'intercommunalité. Les dernières lois ont essayé de faire émerger au niveau intercommunal un acteur unique qu'est l'EPCI, qui pourrait se voir déléguer ou transférer les polices spéciales du maire ou du préfet pour les conduire. Et la dernière ordonnance qui a été prise en septembre 2020 vient assouplir les modalités de ce transfert ou de cette délégation. Alors on peut s'interroger sur l'opportunité de cet acteur unique. Et le PCI, en fait, vient assez naturellement parce que c'est le chef de file en matière de politique de l'habitat. Et il dispose d'un document de programmation, donc le programme local de l'habitat, qui lui permet, sur l'ensemble des segments du marché de l'habitat, mais plus particulièrement sur l'habitat indigne ou dégradé, de s'appuyer sur un diagnostic qui fait état des situations sur son territoire et de développer un certain nombre d'actions pour venir résorber ces désordres. Donc le fait qu'il soit identifié comme acteur dont le rôle doit être renforcé en matière de lutte contre l'habitat indigne, on peut l'expliquer de cette manière. C'est une préoccupation qu'on partage auprès du pôle, notamment par rapport à la mise en place d'un binôme de référents au sein de chaque EPCI, composé d'un élu et d'un technicien, pour pouvoir se faire le relais du pôle auprès des communes et venir appuyer également techniquement les élus de plus petites communes qui n'ont pas nécessairement l'ingénierie pour le faire, ou alors qui ont un ou deux signalements à traiter par décennie et qui du coup ne peuvent pas capitaliser une compétence en la matière, alors qu'un agent d'une intercommunalité pourrait être en capacité de le faire. Et c'est dans cet esprit donc que le pôle prévoit de revenir sur les territoires cette année et de rencontrer les EPCI pour partager l'intérêt de mettre en place ce binôme de référents. Merci. Donc, si je devais résumer, en fait, on est un sujet qui est complexe et qui peut semer du désarroi sur une situation qui est éminemment humaine, puisqu'on a du mal logé. Mais finalement, la lutte contre l'habitat indigne, c'est d'abord savoir de quoi on parle et être capable de graduer l'appréciation de la situation. C'est de se dire qu'un maire n'est pas seul et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont coordonnés au niveau départemental et qu'il y a une équipe qui travaille à l'appui du maire. C'est de se dire que ces acteurs peuvent traiter chaque situation et apporter un appui technique et mobiliser au final un volume d'aide financière important pour aider un propriétaire qui n'aurait pas les moyens à traiter la situation. Et c'est aussi l'idée que petit à petit, on va vers du traitement curatif à la capacité d'observer et d'anticiper au travers du permis de louer des situations difficiles avant qu'on ait à traiter des situations très difficiles et très aiguës. Est-ce que je me trompe si on peut faire ce résumé de la situation, Sylvie ? Tout à fait. On est dans cette logique-là où il y a un accompagnement qui se fait au travers de tous les acteurs qui composent le pôle et chaque élu peut avoir l'appui en fonction de chacun de nos ressources, l'appui nécessaire à mener à bien les procédures afin effectivement d'obtenir soit des financements, soit des conseils et de résorber l'habitat dégradé qu'il y aurait sur ces territoires-là. Est-ce que vous souhaitez que nous fassions à nouveau un petit focus sur les pouvoirs de police générale
du maire. Ça me paraît important de terminer peut-être avant de passer aux questions par ce petit focus qu'on a abordé pour bien que nos auditeurs aient une vision claire de leur pouvoir et de leurs responsabilités. Donc effectivement, je vous invite à le faire. Alors sous forme schématisée, hein, lorsque quelqu'un vient se plaindre, il y a l'obligation, c'est inscrit dans le texte, dans la loi, obligation de se déplacer et de faire une visite. L'élu peut se déplacer, mais il peut dépêcher toute personne. Un agent n'a pas besoin d'être assermenté, il peut accompagner l'élu. Ça peut être de la police municipale quand sur place, il y a cette police qui peut accompagner. Donc une visite a lieu dans un délai de 3 mois à compter de la plainte. Ensuite, un rapport est rendu à compter de cette visite dans les 3 mois qui suivent. Donc, vous voyez, il y a un battement de 6 mois, mais dans la pratique, pour connaître ce dispositif et en voir les conséquences, les délais sont bien plus brefs que ce que je viens de dire. Mais c'est un cadre juridique. Et donc, une fois que le rapport est rendu, il doit être transmis aux parties locataires ainsi que les bailleurs. Et ensuite, le propriétaire va recevoir une mise en demeure pour se mettre en conformité avec le règlement sanitaire départemental. Si malheureusement il ne s'exécute pas, il y aura une carence qui sera constatée par le même agent, par l'élu, par la police municipale qui se rendra sur place, qui constatera la défaillance. Là, par contre, il ne peut pas y avoir substitution de la collectivité au bailleur défaillant. Par contre, il y aura une verbalisation. Là, celui qui verbalise doit être assermenté et ça va s'arrêter à ça. C'est pour ça qu'il faut accompagner toute la chaîne du dispositif. On sait qu'il y a des aides, on sait qu'il y a des personnes qui vivent dans des logements dégradés sans pour autant les qualifier d'insalubres. Et c'est par ce cheminement qu'on évitera effectivement qu'il y ait des procédures plus lourdes. Merci Sylvie. De toute façon, les présentations seront mises en ligne et on pourra les diffuser aussi par d'autres canaux. Je ne sais pas si on a des questions. Je crois qu'il y avait un maire qui posait une question sur la solidité du bâtiment et sur l'absence de capacité à contacter les propriétaires. Est-ce qu'on peut apporter une réponse sur ce que doit faire le maire dans ce cas ? Alors, c'est ce qui est le plus complexe en définitive, c'est lorsque les propriétaires sont absents, que les successions ne sont pas réglées, que l'on ne retrouve pas les propriétaires. La difficulté, c'est que quand un arrêté est pris qui affecte la solidité, donc c'est des mesures de sécurité, l'ancien péril pour que tout le monde entende bien ce qu'il en est, il faut aller jusqu'à une procédure en définitive qui va permettre que on trouve l'identité de la personne. Si on ne trouve pas l'identité de la personne, il suffit d'afficher sur la porte et en mairie l'arrêté qui a été pris. Sinon, c'est une enquête qui est faite et après, c'est des procédures qui sont trop techniques et trop longues ici à expliquer, qui peuvent être mises en place. Là, nous pouvons renseigner les élus qui sont face à ces difficultés-là afin de leur expliquer toute la procédure en vue de trouver les personnes défaillantes, ces propriétaires introuvables, quelles qu'en soient les origines. Merci Sylvie. Je ne sais pas si nous avons d'autres questions sur le chat. Pardon, nous n'avons pas d'autres questions. Si je devais vous demander à l'une et à l'autre en quelques mots de résumer votre engagement ou ce travail qui est conduit au quotidien par le pôle départemental, ça serait quoi, Céline ? L'accompagnement au niveau de la direction départementale des territoires, c'est vrai qu'au sein d'un service logement, on le fait au quotidien. Sur la partie lutte contre l'habitat indigne, l'engagement le plus fort qu'on a, c'est essayer effectivement d'être au plus près des territoires et d'apporter des solutions aux élus qui se trouvent parfois démunis en la matière. Sylvie ? Effectivement, aussi, c'est de l'accompagnement. L'accompagnement, il se fera au travers de l'occupant. C'est toujours, on veut protéger l'occupant, quel qu'il soit,
que ce soit un propriétaire occupant, que ce soit un locataire, quel que soit son statut, l'accompagner dans ce cheminement, lui expliquer que les procédures le protègent, qu'il peut faire l'objet d'un hébergement, d'un relogement. Donc c'est un investissement au quotidien, et cet accompagnement, il est souvent long, puisqu'il faut arriver à une solution de relogement. Il faut trouver les bons acteurs. Et donc là, c'est vrai qu'avec l'appui du pôle, les solutions les plus délicates se trouvent une solution. Je crois que nous avons une question sur la capacité à aller visiter un logement, même en l'accord du propriétaire. Je ne sais pas si on peut l'afficher. C'était dans la discussion, je crois que c'était dans les questions, me semble-t-il. Non, c'était dans les discussions. Autant pour moi. Voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il est permis d'entrer, même sans autorisation, des propriétaires en cas de risque structurel d'un immeuble ou de risque d'effondrement? Non, on ne peut pas entrer parce que ça serait une violation de domicile. Donc il faut toujours saisir le juge du tribunal judiciaire qui lui donnera par voie de référé l'autorisation de rentrer dans les lieux. C'est toute la complexité. Il y a des plaignants qui n'ouvrent pas leurs portes, il y a des propriétaires qui n'ouvriront pas leurs portes, il y a des actions qui ne peuvent pas être menées convenablement parce qu'il y a tous ces facteurs qui sont gênants. Mais on ne peut pas, sans l'accord du propriétaire ou de l'occupant, rentrer dans les lieux. Donc j'espère que ça aura permis de clarifier une observation d'un participant. Je voudrais peut-être, si nous n'avons pas de questions, résumer en quelques mots notre propos. C'est un travail d'équipe, vous l'avez compris, et Madame le maire, Monsieur le maire, vous n'êtes pas seul sur cette situation. Que vous soyez maire d'une petite commune, d'une commune plus importante, nous avons créé au sein du département un pôle qui réunit des acteurs publics, de l'État, des associations, du conseil départemental, qui vous permet de bénéficier de cet appui tout au long d'une procédure qu'on sait complexe parce que derrière, il y a des occupants, il y a de l'humain, on l'a rappelé. On organise des réunions et on va les mettre en place progressivement compte tenu du contexte pour rencontrer les EPCI qui sont les acteurs en charge de la politique de l'habitat avec les programmes locaux de l'habitat de manière à bien créer la soudure avec l'EPCI par le biais du binôme de référents. Et nous allons peut-être, et c'est la dernière diapositive qu'on pourrait vous proposer, nous avons quelques ressources à vous proposer pour aller un peu plus loin dans ce sujet compliqué. Je n'ai pas la zapette. Voilà, nous avons un certain nombre de vidéos qui sont en ligne consultables via Idealco. Il faut créer un compte, on pourra vous le mettre sur le site internet des services de l'État ou sur le site de la DIL pour vous expliquer comment faire. Donc vous avez l'ordonnance publiée en 2020 et le décret qui vous a été mentionné par Céline. Les procédures de mise en sécurité, on en a parlé sur le relogement en particulier. Les procédures de traitement de l'insalubrité, ça a été c'est pour illustrer le propos de Sylvie au début et tout ce qui concerne les transferts et délégations. Donc à partir d'avril 2021, on essaiera comment en présentiel ou en distanciel, je ne sais pas, nous verrons, de voir chaque EPCI. Nous avons sur le site internet des services de l'État aussi une rubrique lutte contre l'habitat indigne qui constitue un certain nombre de ressources pour celles et ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin. Et bien entendu, vous pouvez contacter la DDT ou la DIL, dont le site internet s'affiche là. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez surtout pas à le faire. On est là pour ça. Et on a pu vous montrer, je pense, au travers de témoignages d'élus qu'on était en capacité de vous accompagner pour apporter des solutions à vos habitants qui se retrouvent en situation difficile, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Je voulais vous remercier au terme de ce webinaire. Je ne crois pas que nous ayons d'autres questions. Donc, je voulais sincèrement vous remercier toutes et tous pour votre participation. Ce webinaire sera mis en replay pour parler français sur la chaîne Experts et Territoires qui a ouvert le groupe La Dépêche, qui est partenaire de nos webinaires. Donc, vous pourrez le revisionner plus tranquillement. Et encore une fois, nous sommes, service de l'État, à DIL, à votre disposition pour vous apporter toute information et surtout aider à traiter toute situation difficile sur vos communes et communautés de communes.
Nous vous souhaitons une bonne soirée. Je remercie Céline, Sylvie et l'ensemble des équipes qui ont préparé cette intervention. J'espère que vous y avez pris plaisir et appris des choses. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire, un petit teasing. Je pense que nous parlerons de l'Agence nationale de la cohésion des territoires lors du prochain webinaire organisé dans le cadre de ce futur congrès annuel avec le partenariat de l'AMF. Merci à toutes et à tous.